Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis. C'est drôle parce que mon invité aujourd'hui, vous venez de l'entendre avant moi. Vous allez dire, que c'est qu'il dit là? Mais effectivement, vous allez voir, vous venez d'entendre mon invité avant même que je vous parle. C'est un animateur de radio qui a connu les plus belles années du métier. Il n'y a pas de doute, on va en parler. Dans la région de Québec, mais également dans la métropole, il a une voix fabuleuse, parcours impressionnant. Il a touché à plusieurs styles de radio, bifurqué en parallèle vers la photo professionnelle. Bonjour Luc Delisle, comment ça va? Bonjour Gilles, ça va? T'es con. Ça commence bien. Mais écoute, quand j'ai dit à Luc qu'on faisait sa carrière, on regardait ça, premièrement, j'ai dit ça va être intéressant, deuxièmement, ça l'a énervé. Tu es un peu moins nerveux, Caroline Debine? Encore un petit peu. Non, sans blague, je déteste les entrevues. Sur toi, en plus? Sur moi. Mais parce que c'est toi, on est des bons vieux potes. Oui. Écoute, je te fais confiance. Tu vas me mettre à l'aise. Ben oui. Mais écoute, moi, je vais faire l'ordre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire Luc Delisle, photographe, Luc Delisle, la Rock Détente, Luc Delisle à Montréal, parce que les grosses années, c'est quoi, t'es vécu? CFLS, c'est qui a marqué les gens, je dirais 55 ans et plus, parce que c'était la radio top 40 de la fin des années 70-80. Donc, pour des gens comme moi qui ont rêvé de faire de la radio, qui ont rêvé de remplacer Louis Lebeau ou Paul Paquin, qui ont, tu sais, ceux qui sont, moi j'ai 65, mais tu sais, les gens de 60 ans et plus, ça quand même, va chier. Hein? Faut dire que Luc et moi, on est devenus au fil des années. Oui, mais on est devenus les bons amis, c'est le fun. Pas sur le tard, mais à l'époque de CFLS, on se croisait rarement. Sinon, pour aller manger le bord de la rue, c'était quoi? C'était un cockrotis, effectivement. Eh, tabarouette, on a mangé. C'était quoi le fameux dessert que tout le monde mangeait? C'était-tu pudding chômeur? Pudding chômeur, mais moi, tout le monde riait de moi quand il mangeait avec moi parce que moi, je mangeais les os du poulet. Mais non, tu me dis. C'était jamais ça, là, croquer dans un os de poulet qui était calciné, là, puis... Mais, hey, dis-moi, commençons par le début parce que c'est une occasion parfaite quand on fait un balado comme ça. La première fois que tu as eu une piqûre pour la radio, est-ce que tu te souviens de ce qui t'a allumé? Oh que oui. Je te dirais, c'est à peu près à 15 ans. Okay. Je m'enfermais dans ma chambre là, pour... À Port-Neuf? Non, j'étais à Québec. OK, c'est pas que j'étais à Québec. J'avais déménagé à Québec. Puis, écoute, j'enregistrais, je reproduisais mes animateurs préférés à CFLS dans ma chambre, là, sur mon reel-to-reel TIAC, là, je sais pas si tu te souviens de ça. Ben oui. Et je les trouvais extraordinaires là, de raconter un petit bout d'histoire, tu sais, 15-30 secondes sur un intro. Sur un intro, oui, c'est vrai que c'est impressionnant, hein? Mais surtout en s'adaptant au rythme de la toune, moi, ça me fascinait. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. Je te dirais 1 an peut-être plus tard, à 16-17 ans, je me suis parti une disco mobile dans le but de devenir animateur professionnel, okay, avec mon chum d'enfance, Jean Morin. Écoute, c'est drôle parce que je me mettais à réciter la météo du jour pendant des contrats d'animation de mariage. Là. Tu pensais les gens sont en train de danser sur Casey and the Sunshine Band. That's the way, hein? Alors demain, ce sera nuageux avec possibilité d'averse. Mais tu faisais ça dans, mettons, un mariage, là? En plein mariage, là, à l'animation. C'est bon. C'est extraordinaire. Pire que ça, j'allais jusqu'à donner les chiffres gagnants de la mini-loto. Mais non, tu me niaises. Je te jure, sur okay, tunes, bon. Love is in the air de Martin Stevens. C'est-tu là que ta carrière a arrêté aussi, hein? En disco mobile? De disco mobile, absolument. Mais il y en avait beaucoup de disco mobiles, là. Quand tu as commencé, toi, je sais que tu as dû travailler beaucoup pour même les disco mobiles CFLS, j'imagine, à l'époque. Disco mobile CFLS, pas tellement. Okay, non. Okay. Non. Écoute, quand je suis rentré à CFLS, je ne vivais que pour la vraie radio CFLS. OK, mais as-tu un souvenir précis de la première fois que tu es en ondes tout seul à CFLS? Oui. La nuit ou le jour? Comment ça s'est fait? C'est la nuit. Mais je te dirais, la première fois que j'ai fait du micro dans une vraie station de radio, c'était bien avant... je dirais bien avant, 6 mois avant, à CJVL, à Sainte-Marie-de-Beauce. Oh, t'as fait ça toi aussi? J'ai travaillé là, j'ai adoré travailler là. C'était loin absolument. Un peu. Là. Moi, c'est Jack Roy qui m'avait enseigné les rudiments de la console. OK. Puis c'était impressionnant, là, les pitons et tout. Et tu te souviens, cette station de radio-là était en plein milieu d'un champ. Ouais. Pendant qu'on animait, t'avais les vaches qui venaient lécher les vitres du studio. Je sais pas si t'as connu ça. Oui. Puis
les seuls auditeurs que j'avais la nuit, c'était les vaches dans les étables. Alors moi, je saluais Georgette, Thérèse de Monsieur Untel. Je m'amusais comme un fou. Ben oui. Mais c'était une expérience extraordinaire. Là. On pouvait dire n'importe quoi. Là, j'avais à peu près 17-18 ans, imagine. On nous forçait, je me rappelle, j'ai travaillé là, moi aussi très jeune, puis quand c'est devenu dans l'écurie de CFLS, qui avait acheté la station CJVL de Jacques Vachon, mais moi j'ai connu les deux périodes avec Jacques Vachon, puis après ça, je suis retourné comme assistant de tout, directeur de tout, avec un salaire de 12 000 par année, mais c'était M. Picard qui était là, des gens qui... Mais payé en Joe Louis. Et en Pepsi. C'était Vachon, c'était les gâteaux Vachon. Oui, et en Pepsi pour la portion... Et Pepsi. Mais pour dire que ça a été quand même intéressant, mais moi je me rappelle, j'ai vécu deux expériences traumatisantes à CJVL. Luc, d'abord, je me suis embarré dehors, j'ai déjà compté. Première nuit, je sors dehors, j'essaie d'ouvrir la porte, j'ai pas la clé, puis bon. Finalement, je vais chez le voisin, puis là, j'explique que je veux me rendre à CJVL. Le gars, il dit, c'est à côté, vas-y, puis crisse-moi patience, puis je l'avais réveillé. Non, c'est moi qui anime. Il dit, comment t'animes? Il comprenait rien. Finalement, on a cherché, je connaissais un nom en Beauce. Il y a bien des gens qui ont, parce que j'ai travaillé là quelques années, pensaient que j'étais un gars de la Beauce. Pas du tout. Je connaissais personne en Beauce. Sinon, Roger Robitaille, le directeur. Okay. Alors, j'appelle Roger vers 3h30 du matin, 4h à peu près, ma première nuit à vie. Et là, il y a, dans son Transam, il y a un char qui s'en vient, je le vois venir quasiment 3 km à ronde dans le champ. J'ai dit, je sais pas comment il va m'accueillir. Il a ouvert la porte, il m'a débarré la porte, puis il a sacré son camp, il m'a jamais dit un mot. Fait que moi, je pense que ma carrière va avoir duré une nuit en Beauce, mais finalement, non. J'ai réussi. Et après ça, il y a eu tout le côté, comment dirais-je, le nombre de personnes qui sont passées là. Ça m'a toujours impressionné. Beaucoup de gens que vous avez connus dans le monde de la radio qui sont passés par la Beauce, qui ont travaillé là. Denis Langlois, il y en a plein. Là, ils me reviennent pas tout en tête, mais c'est là qu'on allait chercher notre expérience, hein. Dans des stations isolées comme ça en région. Mais chaque station au Québec, faut le dire, Luc, à ton époque et à la mienne, avait de la radio de nuit, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Oui. Il y avait des animateurs, animatrices de nuit. Ben, pas beaucoup d'animatrices, hein. Tu as remarqué? Il n'y avait pas beaucoup de femmes en ondes à cette époque-là. Très peu. Moi, on se rappelle de Diane Bouffard parce qu'elle était très bonne, mais c'est vrai que animatrice, tu sais, José Arsenault, mais c'est plus tard. À cette époque-là, il y en avait très peu. T'as raison. Ouais. Il y en avait très peu. Je veux qu'on parle de CFLS parce que ça a marqué. Puis le plaisir que j'ai aujourd'hui, nous, on était au AM dans le temps, faut comprendre. Donc, la radio modulation, tu sais, c'était pas, la qualité sonore était pas là, mais aujourd'hui, grâce en réalité, les identifications, ça a toujours marqué, les jingles, comme on appelait ça. Moi, j'en ai ramassé une couple qui a une qualité sonore qu'on n'a jamais entendue ou presque à l'époque, parce que ça sonnait pas comme ça. Fait que ça dérange pas. Et pour le plaisir des gens, on va en écouter un peu. OK, on commence par l'été, tiens, l'été. L'été est là et le soleil est à 92. Avec Claude Thériault, tu te rappelles? En direct de la plage Germain. Oui. Le thème de l'heure, c'est le même qu'on appelait ça. C'est ma musique, c'est l'été, c'est la belle. Moi, ça me chavire d'écouter ça. Mais tu parles de Place Germain, tu sais que là, je faisais partie de l'orchestre CFLS. Ben, je t'ai vu, je suis allé. Puis on allait jouer à Place Germain. Et puis, écoute, j'ai une anecdote. Vas-y. À Place Germain, c'était très populaire. Oui. Puis, il devait y avoir à peu près 15-20 000 personnes. Non, j'exagère un peu. Il était à peu près 2-3 000 personnes qui nous accueillaient, qui venaient écouter nos tunes qu'on reproduisait, les hits de l'heure. Mm-hmm. Avec l'orchestre CFLS, puis à un moment donné, moi, je suis à la batterie, j'apprends une tune, Men at Work, Who Can It Be Now? Ouais. Puis, t'as Normand Blondeau, qui était le technicien de l'époque, qui devait voir au bon fonctionnement de tout l'équipement, qui est couché en train de dormir dans la roulotte en arrière. La toune, on commence la toune avec Mario Paquin, qui était notre assistant directeur des programmes à l'époque. Et Mario jouait de la guitare, moi je suis à la batterie. J'avais pas eu le temps d'apprendre les paroles par cœur. Alors je me suis dit, c'est pas grave, je vais écrire les paroles, les notes sur un bout de papier en face de mes altos. Ouais. Et je commence à jouer. Et il devient une rafale de vent. Arrête. Les feuilles partent au vent. Alors, j'étais obligé de continuer la toune. Et là, je me retournais la tête. Je regardais si Normand Blondeau pouvait venir m'aider. Puis je le voyais ronfler dans la roulotte en arrière. Mario,
qui décide, il voit bien que ça marche pas, il embarque lui aussi, il se retourne, je vois encore le visage avec la guitare quasiment en dessous des bras. Il me regarde, puis il décide d'embarquer lui aussi, mais Mario avait de la misère à prononcer toaster en anglais. C'est épouvantable. Son anglais était horrible, il doit l'être encore aujourd'hui, mais ça devait être drôle en bâtin, ça. Alors, les deux, ça tourne. Les gens en avant, là, ça se tapait ses cuisses. Ça se peut pas. Écoute, la honte. la honte. J'avais rien que le goût de m'en aller chez nous. Mm-hmm. Je peux te dire que quand la toune passait en ondes par la suite, je connaissais les paroles pas mal. Mais c'est pas fini. J'ai encore quelques identifications qui ont marqué les journées des gens puis qui t'ont probablement marqué aussi. Ça a-tu joué, ça? Un petit slow, peut-être? Ça fait drôle. On est habitué de les entendre, mais avec une chanson qui embarque. Un petit Hard to Say I'm Sorry de Chicago ou autre. Oui, ou Still de Commodores. Les Commodores. Ah, mon Dieu, mon rêve, hein, c'était d'entrer à CFLS quand j'étais à CJVL. Ben oui, mais écoute, quand t'es arrivé là, comment ça s'est passé? Moi, ça faisait 6 mois que j'étais à CJVL, mais mon rêve, c'était vraiment d'entrer à CFLS. Non, mais à CFLS, c'est rentré comment? Par la porte. Non, écoute, je montais les marches. J'ai décidé à un moment donné d'aller porter mon démo. Ouais. Démo sans expérience tout croche que j'avais enregistré à CGVL. Mais j'ai dit là, je prends ma chance, tu sais. Et puis, je croise Guy Aubry, qui, dans les escaliers... Bonjour, Luc, comment vas-tu? C'était le directeur des programmes à l'époque. Oui. Et lui, il venait de donner sa démission pour aller travailler à CHRC. Okay. Alors, j'arrive à la station, j'avais comme l'impression que c'était une gang de poules pas de tête, là. Écoute, le directeur des programmes vient de donner sa démission, puis qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde, OK, toi, tu vas devenir... Moi, j'en revenais pas, j'étais ticu, j'arrive là-dedans. Et je viens déposer mon démo. Alors, il m'envoie dans production en arrière, Jean-Paul Lemire, qui était le producteur attitré. Et il écoute mon audio et tout, puis il dit, écoute, je pense que c'est Mario Paquin qui vient me dire par la suite, puis il dit, écoute, es-tu prêt à rentrer cette nuit? T'as peu, là. Moi, le lendemain matin, la nuit suivante, je devais travailler à CGVL. Mais il dit non, c'est parce que là, la personne de nuit, je pense que c'était Denis Langlois, ouais. Denis qui était à l'époque, ouais. Et il était tombé malade, ou en tout cas, l'animateur ne pouvait pas entrer en ondes. Alors, écoute, voilà ma chance, là. Hein? Ben oui. J'ai dit, OK, let's go. J'appelle mon patron à CGVL. J'ai dit, désolé, écoute, là, je peux pas passer à côté de cette chance-là. Le train vient de passer, j'embarque dedans. Puis à partir de là, je peux te dire là, que j'embarquais vraiment dans le vrai monde excitant de la radio là, à CFLS. Ben oui. C'était extraordinaire. C'était les grosses années. Moi, j'étais comme toi. Je rêvais de pouvoir rentrer là. Je me rappelle quand un des moments, c'est curieux de dire ça aujourd'hui, de regretter mémoire Louis Lebeau, qui m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup encouragé, puis il a été majeur dans la confiance que j'ai réussi à développer à faire de la radio, vraiment. Mais je me rappelle... Hein? Comment? À nous tous, il nous a aidés. Il nous écoutait. Oui. Il disait, moi, je travaillais à la fin de semaine, Luc. Je n'étais pas un animateur régulier. J'étais jeune, j'avais 19-20 ans. Puis il me disait, viens-t'en lundi, mon gros Gilles, on va écouter ça. Puis, évidemment, ça enregistrait uniquement quand on parlait. Donc, il y avait... Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout de ça. Il n'y a plus personne qui... Tu sais, écoute, il n'y a plus de moyens. Il y a plus... Ça n'a rien à voir. Là. Quand je dis aux gens, j'explique à mes fils, j'ai dit, pour que vous compreniez, il y a un moment où CFLS, la radio musicale de Québec, là, il y avait 7 personnes à temps plein aux nouvelles. Oui. On est ailleurs, là. On est ailleurs complètement. C'est une radio musicale, là. Oubliez pas ça. Fait que, tu sais, il y avait des moyens, puis ça roulait, ces stations-là roulaient énormément. Fait que moi, quand on m'a demandé, moi, je me rappelle, le moment le plus excitant, puis en même temps extrêmement stressant, c'est qu'à un moment donné, vers 2 heures de l'après-midi, on m'appelle, puis on dit, Louis Lebeau peut pas rentrer, puis il a demandé que ce soit toi qui remplace. Et là, j'étais encore la fin de semaine, mais je me dis, il y a bien du monde. Il y a Luc Delisle, il y a Patrick McGee, il y a Guy Rouleau, n'importe qui peut remplacer. Non. Il dit, ça va être toi. Luc, non, mais j'étais super content, mais j'étais tellement nerveux. Puis juste mettre le jingle et dire, j'ai le parent pour Louis Lebeau. Écoute, c'est con ce que je dis, mais ça m'a fait complètement triper. Écoute, mais vraiment, c'était des belles années. Là.
Mais tu sais, tu parles aux nouvelles, les journalistes. Oui. C'était tellement une belle équipe, c'était familial. Là. Moi, je me souviens, Marc Marié, à la fin de mon émission, il venait nous trouver, il prenait un café avec nous. Marcel Charland qui était là. Oui, puis on sortait, en dehors des ondes, on allait prendre un verre ensemble, on s'encourageait, on s'entraidait. Personne ne calculait ses heures, là. Puis ce qui est intéressant, c'est que tout ça se reflétait en ondes. Oui, absolument. Tu savais que l'animateur qui te suit ou celui qui était avant toi te fera pas une petite jambette ou quoi que ce soit. Tu sais, tout le monde se tenait, puis on partait, puis on allait dans les backstage parties avec Yes, les Ozzy Osbourne qui étaient de passage au Colisée, Pink Floyd. On se retrouvait avec Christian Riverain, mon bon chum Christian qui était journaliste sportif. Oui. On se retrouvait tout le temps dans des parties par la suite. C'était des gros. Il y avait du talent aussi. Là. Jean-Paul Lemire, Dan Beaumont, Dan Tremblay, tu sais, à la discothèque. Mais puis les patrons, tu sais, il y avait du monde de radio. Là. C'était du monde de radio. Puis je veux juste, pour le plaisir des gens, Luc, si tu me permets, on va écouter un bout d'animation que DJ Ren, mon ami DJ Ren, a rabiboché. Fait qu'on va écouter ça ensemble. Le délire, CFLS. Ça y est, la troisième vient de commencer au Colisée et les Nordiques mènent maintenant 4-2 sur les Highlanders de New York. Les 21h35, les gars, vous sentez-vous capables d'affronter demain soir les plus belles femmes de Québec au Balzac, puisque c'est la soirée des courtisanes? On s'en reparle tout à l'heure. Pour l'instant, Genesis, c'est Misunderstanding. 21h53, il me reste encore une seule carte avant l'arrivée de Guy Rouleau à vous faire gagner tout de suite à 670-9022. Si ça vous intéresse, appelez tout de suite. Et si vous êtes l'appel numéro 15, eh ben vous gagnez Rod Stewart, Michael Jackson à CFLS 92. Il est 18h07. Bonjour vous autres. Rappelez mardi soir dans le show de Luc le 17 novembre. Et si vous saviez ce que j'ai fait avant de vous parler à l'instant même, je suis certain que j'en exciterais une gang. Ouais, parce que j'ai jeté un coup d'œil sur mon contenu musical de ce soir. Et j'ai Maxine Nightingale, Adrienne Sainte-Claire, il y aura Octobre, Peter Pringle et Earth, Wind and Fire. Eh ben, ça y est, c'est Aldo Debettin de l'avenue Denou à Sainte-Claire. Ça fait drôle, hein? Ça fait drôle de s'entendre. Oui, puis mais il faut dire que quand tu réécoutes des vieilles cassettes comme ça de l'époque, on dirait que le pitch est changé. C'est plus rapide. Trouves-tu? Ben oui, mais probablement que c'est vrai. Probablement que c'est ça l'affaire. Les transferts, à force de faire des transferts, je serais pas étonné que ça soit vrai. Mais on remarque aussi la voix plus jeune. Là, tu sais, Oui, tout à fait. Ah, quelle belle époque, hein? Mais écoute, est-ce que tu as été inspiré par... Tu disais, je tripais sur la gamme. Y avait-tu un animateur à CFLS qui faisait plus tripper, toi, Luc? À CFLS, Guy Rouleau. OK. Guy Rouleau, dans le style que moi j'aimais beaucoup, tu sais, c'est sûr que tu avais Louis Lebeau, qui était full naturel, puis Paul Paquin très drôle le matin et tout. Il y avait Roger Drolet, très posé, très calme. Mais Guy Rouleau, c'était un peu plus fou. Ouais, c'était vraiment un air personality anglophone, là, tu sais. C'était de l'animation de party, d'ambiance, là, en symbiose avec la musique, là. Non, Guy était le regretté Guy, hein. Oui, oui, aussi, effectivement. Mais dis-moi, combien de temps t'as fait à CFLS à peu près? J'ai été là. Au moins 5 ans, 5-6 ans, comment? 7 ans. 7 ans, quand même. Oui. Puis après CFLS, c'est quoi? Tu t'en vas à Montréal? Oui. Écoute, là, c'est OK, tu veux qu'on en parle? Ben oui, je veux parler de c'est quoi. Ben, je veux commencer par faire entendre une identification de c'est quoi, parce qu'on est quand même, on parle de radio, hein, c'est important. CKOB, la radio numéro 1 à Montréal. Vous avez choisi la puissance musicale de Montréal. 96 ans. C'est quoi? Je pense que je vais commencer par une animation que tu as faite, puis après ça, on parle de c'est quoi. T'es-tu d'accord? Okay. Allons avec ça. En direct de l'Aquapark, vous écoutez Luc Delisle à C'est quoi? Bon! Je pense que la dernière fois que je vais plonger avec mon micro sans fil, hein. On a vu ce que ça a donné tantôt. Lui, il sait pas nager. OK, on va peut-être faire un petit concours bien le fun tout de suite. Le plus beau bronzage à se présenter ici devant moi.
va recevoir une belle serviette Ron Carioca, le plus beau bronzage de l'Aquapark. OK, alors plus beau bronzage gagne une serviette Ron Carioca. Demain, ce sera la journée spéciale Ron Carioca avec tous les joueurs des Alouettes de Montréal. Avec tous les cheerleaders également, on s'en reparlera un petit peu plus tard. Après la pause, vous entendrez Tones or Tail. Hey, qui t'a donné ça? Qui t'a réussi à Dan mettre la Beaumont. main? Écoute, j'avais même pas ça, moi, dans mes archives. Dan Beaumont. Mais, Je écoute, trouvais que ça représentait, tu sais, les fins de semaine, tu travaillais probablement, puis ça devait être full monde. Fait que je veux que tu me parles de l'expérience d'animer en direct à l'extérieur aussi, là. écoute, c'est quoi FM, là? Moi, je suis allé porter mon démo en prenant une chance. J'étais à CFLS à l'époque, puis ça allait pas tellement bien, CFLS. Là. Tu sais, le 93 arrivait avec le son FM. Oui. Là, on voyait que la station perdait de plus en plus de plumes. Puis, Oui. il fallait... L'espoir, c'est d'aller, pour la carrière, c'est d'aller ailleurs, là. Absolument, le plus vite possible. Puis, je suis allé porter mon démo, puis 2 semaines plus tard, ben, je me retrouvais à C'est quoi FM, en 1985, qui devenait, au même moment, la station numéro 1 au Canada. Là. Incroyable. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle, parce que tu as été là dans des grosses années. Écoute, c'est là que j'ai vu c'était quoi une grosse machine promotionnelle avec un budget sans limite. Écoute, on apostrophait au hasard comme ça, là, 70 auditeurs sur la route. On avait un envoyé spécial avec le mobile, mettons? Je me souviens plus du nom, la machine bleue, là, je crois. Écoute, 70 personnes, on les amène à Miami pendant une semaine, toutes dépenses payées. Puis, une fois sur place, là, t'es couché sur la plage, tout le monde est étendu, ça profite de la belle journée. Puis là, on leur demande de regarder dans le ciel. Et là, t'avais un avion qui traînait une longue banderole derrière l'avion sur laquelle était écrit « Merci aux 1 million d'auditeurs de C'est quoi FM Montréal ». En Floride. Miami, là. Fait que là, je peux te dire que on était fiers de travailler pour C'est quoi. On se pétait les bretelles. Là. Quand on parle de puissance, même si tout le c'était monde pas était faux. en Là. monokini. Non. Non, mais la puissance, quand on dit la puissance de Montréal, il y avait tellement de monde qui écoutait, tu devais toi-même... Tu sais, c'est une coche en haut de CFLS pareil. T'es dans une grande ville, puis t'as une antenne qui est tellement forte. C'est ça. C'est la puissance dans tout le sens du terme. C'était fort en promotion. T'avais beaucoup d'auditeurs centre-ville, Montréal, mais aussi en région, parce que c'était tellement puissant. De mémoire, je pense que c'est 450 000 watts. Je pense que c'est la station qui était la plus puissante au Canada. Je dis peut-être n'importe quoi. Non, mais c'est des règles qui ont été changées après. Tu as raison. Il y a eu des avantages liés au fait que, bon, il y avait eu cet avantage-là, un genre d'acquis et qu'ils ont pu garder. Mais après ça a comme été changé. Il y avait comme des limitations. Mais c'est vrai que c'était très fort parce que tu l'entendais assez rapidement. Sans dire à Québec, là, mais le soir, quand on baissait l'antenne, même C'est quoi, il rentrait encore plus fort. C'était vraiment. Mais est-ce que tu as vu, comment tu décrirais la différence fondamentale entre travailler à Québec et à Montréal? Je te dirais l'impersonnalité. Ce que je veux dire par là, c'est comme animateur à Québec, moi, j'avais l'impression de parler à un auditoire très intime, là, tu sais, que j'aurais pu appeler par leur petit nom. Là. Mais tu arrives à Montréal, là, c'est très cosmopolite. Même si chaque station avait sa niche, tu avais Chaume qui allait chercher les rockers, tu avais CKMF avec sa musique dance, mais tu avais affaire à toutes les nationalités. Mais rapidement, je te dirais que j'ai pu trouver ma place là-dedans parce que les auditeurs étaient tellement gentils, là, tellement le fun à travailler avec, pour employer une vieille formule anglophone. Mais par la suite, je peux comprendre. Écoute, ils étaient tellement comblés en cadeaux de toutes sortes que, écoute, je donnais une planche à voile à l'heure. Tu sais, les planches à voile Bic à l'époque, là où c'était très, c'était très une populaire. folie, ça les valait, années 80. 1500, 2000 $ la planche, j'en donnais une à l'heure. Les gens étaient excités, on les arrêtait par... Quand je te dis une grosse machine promotionnelle... Donc, c'est 8-10 personnes à la promo minimum, à part les géos. Il y avait du monde. Il y avait les géos, c'était toute une équipe, là.
Il y avait du monde. Il y avait du monde dans ce boîte-là, côté promotion. Là. On a parlé, Luc, de cette période-là. Moi, je n'étais pas à Montréal, mais je l'ai entendu beaucoup parler parce que j'ai croisé dans ma carrière beaucoup de monde qui ont travaillé aussi à Montréal, qui sont venus à Québec ou le contraire, qui disaient que c'est une période qui était quand même propice à la démesure et aux extravagances les plus folles. Les soirées animées, les animateurs payés de toutes sortes de façons. Est-ce que tu as vécu? Est-ce que tu as vu? Est-ce que c'est vrai? Tout ça. Tout ça et plus. Je l'ai vécu, je l'ai vu, j'ai connu. Écoute, c'était, je te dirais, une période de débauche totale, là. La coke, ça il y en avait à profusion, c'était servi à souhait. J'en ai profité jusqu'à ce que je m'aperçoive que quand ça m'en prenait pour rester éveillé, non. Wow, j'ai dit non, là, on va arrêter ça risque d'être très dangereux. Est-ce que tu as eu le plaisir de côtoyer des stars parce que tu étais à C'est quoi? Oui, écoute, je te dirais que c'est pas mal là que j'ai appris à connaître nos vrais artistes québécois, là. J'allais prendre un verre avec Guy Lepage. Ça, c'était au tout début de Rock et Belles Oreilles. Ils faisaient pas de la télé à l'époque, mais ils étaient en ondes à C'est quoi. Okay. Et, tu sais, Guy était super sympathique. Les autres membres de Rock et Belles Oreilles aussi. Il y avait, j'animais une émission qui s'appelait Rock'n'Roll au Club Soda, qui était très, très, très populaire les mardis soirs. On accueillait la relève musicale, mais aussi les humoristes. Et il y avait Jean-Pierre Ferland qui se tenait toujours là dans un coin, bien entouré toujours. Toujours bien entouré, oui. Ouais, mais tu sais, j'ai pu côtoyer Denis Talbot de Musique Plus. Il y avait Catherine Vachon aussi qui a traversé à Salut Bonjour, qui était ma collègue. Les membres du groupe de boxe, c'était des parties sans fin au Gala de la Disque, entre autres, là, avec les Margeaux, Sylvain Cossette, Patrick Normand, les bébés. Et quand tu prenais l'ensemble de ce que tu fais, Luc, là, ce que tu faisais à l'époque, là, animer, faire des soirées, aller dans un bar à gauche, à droite, c'était-tu payant? Oui. Pas mal, oui. Oui, écoute... Par semaine, tu peux faire quoi à peu près là, à l'époque? Je donnerai pas de chiffres, là, mais c'était dans le très, très, très payant. Sais-tu pourquoi? Parce que C'est quoi était tellement puissant que tu avais juste à te présenter dans un bar. Le gérant du bar savait que tu allais passer, que tu étais une personnalité, là, entre guillemets, de C'est quoi FM. Et puis là, il t'accueillait à bras ouverts. Tu faisais une intervention d'à peu près 15 minutes, une demi-heure. Schlick, tu passais à la carte, puis tu partais, tu allais dans un autre bar. Oh, OK, il y avait une tournée tant qu'à faire. Ben oui. C'était des 2-3 bars en ligne. Et je te dirais, ça, c'était juste en région, mais quand tu étais dans le nord de Montréal, entre autres, là, tu sais, à l'époque, écoute, je cherche des noms là, de bars qui étaient très, très, très populaires. C'était surtout CKMF, là, avec son dance music, qui avait le contrôle de ça, mais C'est quoi était beaucoup plus puissant. Fait que là, t'étassais, là. Quand le gérant savait que C'est quoi était disponible. C'est quoi s'en vient, OK, bye. Là, t'arrivais là, et là, c'était des 3-4 bars différents, un après l'autre, et t'étais bien, bien reçu par chaque gérant et bien payé. Est-ce que tu sentais, Luc, une pression particulière d'être dans une station aussi forte et influente? Pas particulièrement en ondes, mais je te dirais, venant d'un syndicat très puissant à l'intérieur de la station, qui mettait un frein constamment à la créativité, ça, j'ai trouvé ça dur. Ça, tu sais, je vais te donner un exemple. Mes boss me faisaient beaucoup confiance et à un moment donné, Francis Cabrel vient au Colisée de Québec et il n'allait pas à Montréal. Moi, je demande à un de mes patrons, parce qu'ils étaient deux au programme, et je demande à Bob DeBoard, je dis « Hey, qu'est-ce que t'en penses si on amenait des auditeurs à Québec voir le spectacle de Francis Cabrel, toutes dépenses payées en autobus, Saint-Hubert fournit la bouffe, Molson la bière. Et tout. Hey, excellente idée. On foule 2 autobus, on s'en vient à Québec, et après le spectacle, moi, je m'empresse de prendre le téléphone, tu sais, un téléphone à 25 cents, là. Je prends le téléphone et je m'empresse d'appeler Catherine Vachon, qui était animatrice à l'époque, en ondes. J'appelle Catherine pour faire un résumé du spectacle de Francis. Et de la soirée promo, tu sais quoi, dans le fond? De la soirée promo, comment les gens ont adoré, comment était le spectacle, etc. Et Catherine a dit, oui, OK, je t'embarque en ondes et tout. J'ai reçu un grief et un char de M. Le lendemain, le syndicat me tapait ses doigts. Et sais-tu pourquoi?
Non? Il disait, non, tu n'as pas le droit de faire ça. Ça prend un technicien pour tenir le téléphone. Là, c'est là que j'ai compris. Ouais, là, c'est là que j'ai compris. J'ai dit, OK, est-ce que c'est ici que je vais faire ma vie, moi, là? Quand tu dis qu'il y avait 3 réceptionnistes qui travaillaient à la station et il n'y en a pas une qui répondait au téléphone, là, ils tricotaient. Juste pour faire chier le big boss qui les avait fait chier auparavant, avant d'être syndiqués. Tu vois le genre? Je comprends. Fait que... OK, fait que ça, c'est un côté qu'on connaît pas, évidemment, comme auditeur et auditrice, mais ça rendait l'expérience moins le fun. Exactement. Fait que c'est un peu l'expérience désagréable que j'ai connue, mais mis à part ça, des bons collègues, des gens... C'est-tu les plus belles années radio de ta vie? C'est quoi? Non. Les plus belles années, ça a vraiment été CFLS. Je suis pas surpris que tu me dises ça. J'aurais été surpris que tu me dises Montréal parce que, tu sais, je sais que là, on va parler de rock détente parce que t'étais à rock détente dans les grosses années aussi où ça marchait à planche. Fait que tu sais, t'as quand même vécu c'est quoi dans les grosses années, rock détente dans les grosses années et CFLS dans les grosses années. Fait que d'une certaine façon, sans dire que t'es chanceux, la période était propice. Tu sais, t'es tombé d'une très belle talle de bon temps. J'ai été privilégié partout et j'en remercie encore le ciel. J'étais sous une bonne étoile. Partout où je rentrais, ça devenait des stations ultra populaires. Ça n'a rien à voir avec moi, là, mais comme à C'est quoi, où j'arrivais, puis déjà là, les sondages sortaient et on déclaré numéro 1 au Canada. C'était très puissant. Mais tu sais, je veux juste revenir sur C'est quoi, la période de C'est quoi. Outre le syndicat qui nous mettait les bâtons dans les roues, j'avais quand même des patrons très, très ouverts. Et eux, ils faisaient tout en leur possible pour contourner le syndicat. Puis, tu sais, exemple... il aimait mon style d'animation, puis il me demandait, écoute, y a-t-il quelque chose qui te manque? Est-ce que tu voudrais, y a-t-il des choses que tu aimerais? J'ai dit, moi, regarde, il aimait beaucoup CFLS, il écoutait CFLS en sourdine. Ben, je leur disais, vous voulez que j'anime comme CFLS? Vous voulez que ça sonne comme du AM? Avec les animateurs pas qui crient, mais qui mettent beaucoup d'ambiance sur une intro de tune, j'ai dit, ça vous prend un compresseur sur le micro, tout simplement. Parce que c'était très flat. Ben oui, moi, j'étais habitué sur l'AM où tu cries, t'as un compresseur qui te ralentit si tu cries trop fort ou quoi que ce soit. Mais il égalise le son. Il égalise le son. Mais eux autres, il n'y avait pas ça en apprenant C'est quoi? C'était flat. Alors là, écoute, ça m'éteignait constamment. Et je te dirais peut-être quelques jours plus tard, il y a un compresseur d'installer au transmetteur. Et là, j'avais du plaisir à animer comme dans le temps de CFLS sur les FM. Et à ma connaissance, je pense que c'était la première fois qu'ils faisaient ça, en tout cas à Montréal, d'installer un compresseur sur les micros d'une station FM. Alors, vous avez marqué le pas. C'est vrai que pour le feeling, là, pour toi, pour l'ambiance, pour la façon d'animer, ça compte, là. C'est sûr. Oui, tout à fait. Ça faisait toute la différence, là. J'étais à l'aise, puis j'avais beaucoup de plaisir. Je disais que quand toi, t'as fait le top 40 aussi dans ces radios-là, CFLS, évidemment, c'est quoi? J'ai eu le plaisir de faire du top 40 aussi, puis j'ai dit, moi, un de mes plus grands plaisirs, c'était de taper les intros, dans le fond, faire les intros, ce qui se fait plus aujourd'hui. Pour des raisons de paresse et d'enseignement, parce que ça s'enseigne plus, ça se fait plus. Maintenant, c'est plus des tu sais, avec les Spotify de ce monde, il y a des enchaînements, mais tu sais, sont plus ou moins douteux. Mais c'était vraiment un plaisir, là, quand on m'expliquait comment ça marchait, taper du pied parce que c'était des séquences de 4, puis t'arrives à 16 l'intro. J'ai adoré. Puis c'est une chose que je fais encore comme un malade mental, excusez-moi, quand je suis avec mes fils pour les faire rire. Il y a une toune qui part, puis, mettons, je sais pas, à H1, là, tu sais, sur la radio, puis moi, je tape l'intro. Alors, grand plaisir au déplaisir. Mais écoute, ça se perd pas ce plaisir-là, mais aujourd'hui, ça existe plus. Il y a plus personne qui force. Puis tu t'amuses à le faire quand on est ensemble. Ah, ben aussi, oui. Puis j'adore ça. Ben oui, on a du fun. Ben oui. Ah, oui. Ma blonde te trouve bien drôle. Là, ben oui, quand. Entre 2 verres de vin, là. Ouais, c'est ça. Oui, après quelqu'un. Oui, FM, Montréal. Dis-moi, je veux qu'on parle de rock détente, parce que c'est une machine à faire de l'argent pour les propriétaires, une machine de constance extraordinaire. Tu as travaillé là-dedans, puis je pense pas que tu haïs ça. Je me trompe-tu? Non, j'ai bien aimé rock détente, mais ça, c'est après mon burn-out radiophonique. Là, pardon? Tu as fait un vrai... excuse-moi, je veux pas de ça, tu me l'apprends. Ah! non. Oui, écoute, au FM 93, quand tu as quitté C'est quoi, dont tu es revenu à Québec? J'ai quitté C'est quoi? Parce que, regarde, il faut que je t'explique.
J'étais à C'est quoi, puis comme tantôt je disais qu'il manquait un peu de créativité, Dan Beaumont, qui était le directeur des programmes, autrefois à CFLS, mais qui a traversé à FM 93, on gardait contact, puis Dan m'envoyait des enregistrements de vous autres du Zoo à l'époque. Il m'envoyait des cassettes, puis là, je vous écoutais, puis je disais, fuck, c'est ça que je veux faire, c'est de la radio comme ça que j'aimerais faire. Je peux pas me permettre ça à Montréal. Fait que Dan, il voyait que j'étais un petit peu malheureux, ça me manquait, alors il m'appelle à un moment donné, puis il me dit, j'ai un poste pour toi. T'as un poste d'animateur à Québec. À Québec, à FM 93. Il dit, t'as carte blanche, t'as ton émission d'après-midi et aussi, je t'offre une émission de premier plan. Ça, c'était des émissions que tu étais obligé de livrer là, pour le CRTC. Oui. En rapport toujours avec la musique, parce que nous autres, on était une station musicale. Alors, Dan Beaumont dit, je te donne le Contact 93, tu t'amuses, tu fais ce que tu veux, et c'est diffusé le dimanche matin. C'était de l'ouvrage, ces émissions-là, hein? Écoute, j'ai tellement travaillé, parce qu'il faut dire qu'il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Hein. Quand tu faisais ta recherche, là, c'était pas pareil. Là. Écoute, j'ai passé des heures et des heures aux archives à l'Université Laval. C'est pour ça que tu dis que tu étais à l'université. Mon écœurant. C'est ça, tu sais. Non, mais je comprends, à lire sur des disquettes, puis toutes sortes de... tabarouette. Je sortais de là, j'avais mal au cœur, j'avais le goût de vomir à toutes les fois, mais c'était pour aller chercher de l'information de l'époque. Maintenant qu'on faisait une émission sur 1968, je ne sais pas si tu te souviens des jingles, 1900. Là, il fallait trouver de la viande autour de l'os de 1968. Et il fallait spécifier que c'était en musique aussi. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, un tel est décédé, mais qu'est-ce qui jouait? Qu'est-ce qui était numéro 1? Ça demandait beaucoup de recherche. J'en ai tellement fait. Et à un moment donné, là, je m'enfermais en production avec les excellents producteurs. Il y en avait 1 million là, au 93, dont Dan Coulombe, Frenchy Michaud, Pierre Rousseau et autres. Pierre Rousseau, mais Pierre, lui, c'était plus avec vous autres, le Zoo. Mais, écoute, jusqu'à 1h, 2h du matin, j'enregistrais l'émission Contact, mais le lendemain, moi, il fallait que je sois en onde avec une émission aussi préparée, là, mon émission quotidienne. Je me suis brûlé, mon ami, là. Exténué physiquement, dans le fond, c'est ça? T'es venu... c'est qu'à un moment... Oui. Quand je suis... j'étais en train d'enregistrer, il restait quelques minutes à enregistrer à mon émission Contact, et... on avait une console, je ne sais pas si tu te souviens, là, la console, là, c'était, comme on l'appelait, la fameuse console, puis la cassette jammait souvent dans la console. Oui, je sais très bien. Je cherche le nom, moi aussi, mais... Cette fameuse console-là, à un moment donné, mon émission était presque finie d'enregistrer et la cassette brûle. La cassette jamme dans... OK, complètement. OK, je comprends. C'est là que j'ai demandé à mon producteur, je pense que c'était Frenchy, j'ai dit, donne-moi la cassette. Il m'a donné la cassette, je suis allé la déposer sur le bureau de Dan Beaumont. J'ai dit, Dan, c'était ma dernière émission au 93. Là, j'en avais mon Christy de voyage. Alors, j'ai donné ma démission. J'ai accordé du temps pour qu'il se trouve quelqu'un d'autre. Mais c'en était fini. Alors, quand tu dis burn-out, là, j'ai pris une année sabbatique après ça. Oh, OK. Et là, je ne voulais plus rien savoir de la radio. Mais Marc Tanguay, qui était le directeur des programmes de CITF à l'époque, Rock Détente, il me convie à son bureau pour me proposer, tiens, ça te tenterait-tu de faire le retour à la maison en vacances, là, mon animateur est en vacances. Job d'été, genre. Okay. Oui, c'est ça. Je me mets à écouter Rock Détente, puis je trouvais ça le fun. J'accepte. Fait que finalement, 2 semaines après, il me donne le poste d'animateur de retour à la maison. Moi, c'est ça, j'adorais vraiment leur nouveau format, là, Elton John, France Gall, etc. T'en avais là, des bons hits. Oui. Et ça allait avec mon évolution personnelle. Là. Je suis resté là pendant 5 ans. Je m'adressais à une clientèle plus mature, plus smooth. Et t'avais un génie de la radio, Guy Banville, derrière tout le programme. Là. Faut jamais oublier ça. Majeur. Là. Roger Laurando à musique, tu sais, c'est du monde qui était vraiment très, très passionné et compétent à radio. On dit ça aujourd'hui parce que le monde de la radio est beaucoup mené par des gestionnaires, mais pas des gens qui sont nés de la radio. Mais à cette époque-là, c'était vraiment, je pense que c'était une partie de la force, Luc. Oui. Banville, écoute, il a transformé le son là, de Rock Détente.
de CITF, en fait, c'était Télémédia à l'époque. Comment C'est ça ça. s'appelait? Rock détente partout au Québec, là, mais à Ouais, Québec, mais c'était c'est lui CITF. c'est ça, c'est lui qui est arrivé avec le slogan rock détente, puis à faire jouer régulièrement la même musique. Ah oui. Quand tu es animateur, à un moment donné, tu devenais blasé, mais tu pensais à ton auditoire qui n'est pas toujours là pour t'écouter. Alors, si tu fais jouer la même tune 10 fois dans la même journée, à un moment donné, tu viens tanner, mais tu passes outre ça, puis tu penses à ton auditoire qui l'a écouté rien qu'une fois. Tu été surpris d'être capable de t'adapter à une animation pas mal plus rock'n'roll, là, dans le fond plus dynamique, sans dire que c'était ennuyant. Rock détente, c'était quand même plus tranquille. Oui, ben c'était beaucoup plus smooth. C'était pas musique d'ascenseur, là. C'était passé ouais, c'était plutôt de musique pour cabinet de dentiste, là. Mais les codes d'écoute étaient impressionnants. Puis la clientèle était plus fidèle au bureau, au retour à la maison. Ah ouais, puis c'était facile de s'adapter, là. Il y a eu Joanne Boivin avec toi. Ben, elle a fait à peu près 25 000 ans là-bas, là, mais elle a été la voix de Rock détente beaucoup, mais c'était du adulte. On appelait ça adulte contemporain, fait que c'est évidemment. Exact, oui. Il y avait un mélange. Ouais. Pierre Gingras le matin. Il y avait un journaliste là, dont j'oublie le nom. Il venait régulièrement à mon émission de Retour à la maison. Colin, ça m'agace de ne pas trouver son nom parce que c'était une sommité. Ce type-là, là, il avait l'habitude d'aller passer ses vacances dans des pays en guerre. Oh. Et il revenait dans mon émission, puis c'était fascinant de l'écouter, là, ses récits de voyage, là. Il décrivait vraiment sur le terrain comment ça s'était passé, là. Il manquait quasiment juste les trous de balles dans sa chemise. C'était impressionnant, là. Ah, vraiment une sommité, puis merde, je me souviens plus. Mais c'est pas grave. On va le retrouver. Ceux qui vont le replacer, ils nous écriront. Luc. Mais c'était tellement le fun de travailler avec Faut que je parle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ta vie. On n'est même pas rendu à photographier encore, mais faut que je parle. Je sais qu'à un moment donné, tu m'as parlé que tu as participé à une expérience dans la région de New York, un genre de projet d'étude sur les voix ou la voix. Il faut que tu m'en parles, parce que je me demandais si ça m'a intrigué, puis je pense que ça peut intriguer le monde aussi. Oui, ça a été une fichue de belle expérience, là. C'est qu'il recherchait une voix pour faire des tests ou c'est quoi? Non, c'était des voix de synthèse. Je m'explique, c'est qu'ils te font enregistrer une phrase qu'on appelle logatome. C'est une phrase qui veut absolument rien dire. J'étais habitué d'en dire. Fait que ils te font enregistrer cette phrase-là. Exemple, c'est la badabatata que je dis. Le que dit, c'est pour fermer ta phrase. Et eux autres, ils vont aller chercher un extrait. Ils vont séquencer un extrait dans ce que tu viens de dire. C'est la, ou ils vont prendre le ta ou le et ils ramènent ça dans l'ordi avec un logiciel spécial. Et ils vont être capables de composer une phrase normale avec ton intonation. On était 3. Donc, dans le fond, ils prennent ton intonation et ta voix, mais ils vont mettre des vraies phrases après. Exact. Mais je te dirais que c'est quasiment le début de l'intelligence artificielle. Là. Absolument. C'est le lien direct que je fais. Moi, oui. Aujourd'hui, c'est plus simple à faire, mais l'idée, c'est la même. Au départ, le but, c'était de pouvoir réciter un texte que... T'es en auto, t'as reçu un texte par message courriel, texte, etc. Message texte. Alors, le but, c'était qu'il y ait une voix qui récite ça. Et je sais que la Corée du Sud avait acheté le logiciel et par la suite, écoute, plusieurs pays l'ont pris. On était 3 à faire ça. Il y avait un Espagnol... un anglophone et moi. Et écoute, il t'enferme dans une pièce anéchoïque, là. C'est à 50 pieds par 50 pieds avec une grille au centre. Donc, tu es à 25 pieds dans les airs. Tu es soutenu juste par une grille. Mais voyons. Oui, tu es assis. Pété. C'est bien pété, cette affaire-là. Non, tu es assis au centre. Il y a un ordi devant toi. Tu es branché de partout. Il y a une orthophoniste qui venait me mettre des microphones à la gorge. Sur les tempes, les joues, un peu partout. Et ils te font réciter pendant 2 semaines, là, 8 heures de temps en moyenne, à chaque jour. Pendant 2 semaines, tu récites des phrases qui ne veulent rien dire. Alors, c'est tabatata que je dis, c'est tarabata que je dis, c'est tatatatata, sans arrêt. Il m'avait choisi, me dit-on, parce que ma voix était constante. Du début à la fin, ils avaient besoin d'une voix
constante. C'est la tonalité de ta voix qui voulait. La tonalité et tout. Alors, écoute, let's go, on embarque. Mais c'était assez impressionnant, là. Hey, ça sort de ton monde aussi, là, même si c'est encore du sonore. T'es pas pantoute à la radio, là, c'est autre chose. Non, puis écoute, c'est là qu'ils mettent au point, à l'époque, ils avaient 2 centres comme ça, deux pièces anéchoïques sur la planète. Et c'est là qu'ils mettent au point des microphones haut de gamme, des haut-parleurs de grosses compagnies, etc. Et écoute, c'est Lucent Technology qui est derrière ça et qui appartient à Bell. Et moi, là, sur l'heure du lunch, j'allais dîner avec des prix Nobel de physique, là. Parce qu'ils mettaient au point des téléphones cellulaires. C'est là que c'est parti. La fibre optique, c'était extraordinaire. Tu passais dans les couloirs sans fin, là. C'était immense. Et tout le monde est en sarrau blanc, déguisé jusqu'aux yeux, avec les masques et tout, des centres d'urgence un peu partout. Tu passes là-dedans, tu t'en vas. Et puis, à un moment donné, j'ai un break. Ils me disent, va dans tel local, tu peux aller prendre un café, tu peux aller manger un sandwich. Et là, il y avait un type, un Russe, qui est derrière son bureau et qui est en train, j'entends ma voix. Alors lui, à partir de ma voix, sa job à lui, c'était de créer un personnage, c'était de créer un visuel de ma voix. Vraiment, carrément un personnage. Et puis, là, c'était fascinant parce que le gars, là, je le regardais travailler, il était dans son monde. Il y avait un immense tableau en arrière de lui. Et là, les formules, comme tu vois là, au cinéma, là, dans un film flyé, là, les formules, la racine carrée, patatatata, sur son tableau en arrière. Et là, il essayait de monter quelque chose et il n'arrivait pas à une solution. Il se retournait, il refaisait une immense formule sur le tableau. Il revenait devant son ordi et il finissait sa phrase. Puis là, tu voyais mes joues, par exemple, travailler au son de ma voix. Après ça, c'était pour ça qu'ils me mettaient des électrodes ou des micros un peu partout sur le visage. Puis, toute une expérience. Est-ce qu'on sait ce que ça a donné après, ça? Moi, j'ai pas... oui, parce que, écoute, à un moment donné, peu de temps après, je reçois un appel de New York, puis j'écoute, je réponds, oui, allô? Et ça commence à me donner une série de blasphèmes. Puis je dis, oh, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Qu'est-ce qui arrive? Et là, ça part tout à rire. C'était l'équipe qui avait, avec ma voix, travaillé. Il avait reformulé, il avait travaillé une phrase. Voici ce qu'on fait ou qu'on peut faire si on veut être pas fin. Mais je ne sais pas jusqu'où ça s'est rendu, mais avec un certain recul, effectivement, ça peut être le début de l'intelligence artificielle. Si on regarde le métier, mettons juste de radio, 2 secondes avant de parler de la photo, est-ce que tu penses, peut-être tu disais j'ai été privilégié, tout ça, mais quelle qualité tu vois pour des gens qui ont fait une belle carrière ou parce qu'on a croisé du monde en masse, là, que ça prend là-dedans, en radio, à ton avis? Écoute, il faut, je te dirais, il faut connaître son auditoire. Il faut l'aimer, il faut faire de la recherche. Il faut, comme toi, tu sais si bien le faire, je te dirais, prendre autant d'heures de recherche que d'émissions. C'est ça. La préparation, dans le fond, tu dis, c'est sûr. Ouais. La préparation, il faut savoir tout ce que ta clientèle aime. Je pense que c'est ça la formule gagnante. D'accord, c'est ce qu'on appellerait aussi, en anglais, on dit feeling, en français, on pourrait dire de l'intuition. Savoir ce que les gens aiment, ce dont les gens ont le goût d'entendre parler. Tu sais, puis moi, j'anime, écoute, comme producteur, tu sais que j'ai été producteur, je disais ça à mon monde très simplement. Je disais, écoutez, faites la radio que vous aimeriez entendre. Imaginez-vous que c'est vous qui êtes dans la voiture ou à la maison, puis est-ce que vous êtes intéressant? Si vous commencez à trouver ça plate vous-même, on change de sujet. Ou tu sais, j'ai dit, faut. Fait que c'est une façon. D'ailleurs, sais-tu quoi, Luc? Je pense que c'est vrai dans bien des domaines. Si tu travailles dans un restaurant, imagine-toi que c'est toi qui es assis à la table. Est-ce que tu servirais les gens de la façon que tu vas les servir? Tu sais? Fait que c'est vrai. Je trouve que c'est intéressant de se projeter comme ça en se disant, juste être à l'écoute. Moi, j'aime beaucoup la façon que tu vois ça. Je veux prendre un peu de temps pour que tu m'expliques comment la photo arrive dans tout ça, parce que tu as fait de la radio, on a vu, là, on a fait un bon tour d'horizon, mais est-ce que la photo est arrivée en même temps, en parallèle, après? Comment ça se passe? Oh non, je te dis, la passion pour la photo, là, ça remonte au secondaire avec mon chum d'enfance, Éric Parent. On allait à l'école
Joseph-François Perrault, puis on utilisait le labo photo là, sans arrêt. En fin de journée, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait déverrouiller la fenêtre du local qui était au rez-de-jardin. Puis ensuite, en fin d'après-midi, on allait s'introduire sans que personne nous voie, puis on allait développer nos films toute la soirée. Personne ne le savait, mais dans les odeurs de chimie toute la soirée, je peux te dire que c'était notre drogue à l'époque, là. Et on sortait du local complètement givré, mais tellement fiers de nos belles photos qu'on avait faites dans la journée. Alors, écoute, la passion était là. Je m'étais même fabriqué... En parallèle avec la radio, dans le fond, si je regarde les âges, là, t'aimais les deux affaires en même temps. Oui. Ah ouais. Pourquoi pas? Oui. Ben, je te dirais... oui, tu as raison, parce que si j'y pense, c'est pas mal la même période. Écoute, la photo était forte aussi comme passion. Là. Je m'étais fabriqué une fausse carte de photojournaliste pour avoir accès aux scènes d'urgence. Là. Ça marchait-tu? Ben, absolument. Je me retrouvais ces scènes d'incendie avec ma caméra bien cheap au cou. Je leur faisais croire que j'étais stagiaire d'un journal, Le Soleil. Et ils me faisaient passer le ruban d'interdiction, là, orange, rouge, ou quoi que ce soit. Ben, ceux qui étaient open me laissaient passer. Puis là, avec mon gros objectif Vivitar 300 mm, là, les gens qui font de la photo vont rire. Payé avec mon argent de poche, là, en passant 250 journaux par jour, puis en faisant faire le caca d'un chien, d'une vieille dame âgée 2 fois par jour. Je m'étais ramassé un petit magot, puis j'achetais mes films. Mais ça a été une grande expérience là, pour moi. Là. La photo était là, était vraiment ancrée en moi. Là. Donc, il n'y a pas une des deux passions qui a pris le dessus. Tu as mené les deux avec intérêt. Là. Oui, mais je te dirais que là, les portes sont ouvertes en photo? Non, en narration, c'est-à-dire à la radio. Et j'ai sauté dessus, là. Mais je continue à faire de la photo quand même. D'ailleurs, tu as fait de la photo beaucoup pour des gens de radio, parce que tu avais des contacts en radio. Moi, j'ai été souvent photographié par Luc Delisle. Ben, écoute, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, ma chance est arrivée. J'étais à Chic et ils avaient besoin d'une photo comme ça, à brûle-pourpoint, là, Mario Grenier pour une promotion quelconque. Là. Et puis, j'ai levé la main. J'ai dit, garde, je peux peut-être vous dépanner. Alors, j'avais mon propre studio amateur. Et puis, je prends Mario en photo. Puis, Journal de Québec, grosse page et tout. Puis que là, ça en est suivi les photos pour toutes les promotions de la station. Les animateurs, les animatrices. Oui, puis là, évidemment, tu en as fait plusieurs compagnies aussi, j'imagine, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai fait au HYFM, j'ai fait... pas mal les équipes à Chic. Et les gros contrats, là, si on peut dire, qui m'ont vraiment épaté, impressionné, c'est quand on m'avait demandé à Montréal d'aller faire les photos de gros noms, là, les Paul Arcand, les Paul Hood, les Norman Brathwaite, les Charles Lafortune de ce monde, et d'avoir à diriger tous ces échos, là, ces égos plutôt, ça a été la chose, je te dirais, la plus facile à faire. Ah oui? Oui, tout à fait. Écoute, c'est des gens qui sont habitués d'abord... Ils n'ont pas de temps à perdre aussi, hein? Devant le Kodak, oui, exact. C'est des gens qui font beaucoup de télé. Alors, ils arrivent devant la caméra, ils savent poser, ils savent quoi porter, ils ont des assistants pour ce qui est de la tenue vestimentaire. C'était un charme là, de travailler avec ces gens-là. Je me suis bien amusé, mais c'était stressant au début, là. Fallait pas rater sa shot, là, mettons. Est-ce que dans le monde qui t'entoure, les gens, parce que ton nom est connu comme photographe aussi, parce que ça fait quand même plusieurs années que t'en fais, t'as encore des gens qui arrivent à toi, qui t'écrivent en disant, peux-tu prendre des photos, soit pour ma blonde? Y a-tu encore des demandes de gens qui veulent faire des photos ou d'entreprises qui te contactent? Parce que je pense pas que t'es aussi, pas agressif, mais t'es aussi, tu pousses autant la machine pour en faire. Je sais pas, à moins que tu me dises, non, pas du tout, je travaille là-dessus tout le temps. Oui, je travaille toujours, mais j'ai ralenti de beaucoup la cadence. Là. Il m'est arrivé un accident, entre autres, là, d'une vertèbre fracturée. J'ai modéré. Mais il y a aussi, je te dirais, la période de la COVID. La COVID m'a rentré vraiment dans le corps, là, parce que
Plus de contact. Écoute, je faisais les photos de tout le réseau Cogeco, j'avais des contacts avec TVA. Et puis, quand la COVID est arrivée, ces gens-là, la première place où ils coupent, c'est en promotion. Hein. Oui. Et toi, tu es engagé pour faire des photos pour la promotion. Alors là, on m'a dit, écoute, on va arrêter, on ne peut pas travailler. Puis quand c'est reparti, évidemment, les gens qui avaient l'habitude de m'engager ne sont plus là. Ils ont été éclairés, ils ont fermé les postes. Et là, ça a été remplacé par des jeunes équipes. Et ces jeunes équipes-là, vont engager des jeunes photographes et tout. C'est tout à fait normal. Là. Je passé par là, moi aussi. Oui. Mais ça a ralenti beaucoup. Puis je t'avouerais que là, écoute, regarde, j'ai 65 ans, de ralentir, puis aussi d'avoir le temps de choisir ce qui me plaît. Donc, tu dis non plus souvent, mettons. Oui. Comme des photos de mariage, je fais pas ce genre de choses-là. Okay. Il y en a qui excellent dans le domaine, mais c'est pas ma branche. Mais par contre, faire de plus en plus on vieillit, on prend de la maturité. Puis faire du portrait, passer 1 heure avec une personne, 2 heures avec une personne, puis qui arrive en studio puis qui dit, moi, c'est mon rêve depuis longtemps de faire un beau portrait, mais même des nus artistiques. Une femme qui m'était arrivée, qui m'avait dit, moi, écoute, là, j'en ai vécu toute une là, avec mon mari qui me permettait absolument rien. Mon rêve, c'était d'avoir des beaux nus artistiques de moi. Il n'a jamais rien voulu. Il était jaloux. On s'est séparés. Et là, finalement, je suis libre et j'aimerais ça avoir une belle séance de nus. La personne a à peu près autour de 70 ans. Là. Okay. Et là, mon but, c'est OK, c'est parfait. On va travailler la lumière, puis... écoute, ça a été tellement une belle expérience avec cette personne-là. Si elle est comblée après, c'est contente aussi. Puis elle dit, c'est ça que je voulais, c'est numéro 1. C'est ça que je préfère maintenant, c'est de passer du temps avec chaque personnalité différente et exploiter, aller chercher l'âme de cette personne-là. Faire une belle photo, c'est la personne paraît bien, mais une bonne photo, c'est que tu apprends à découvrir cette personne-là. Tu vois son âme en regardant la photo. Là. Je peux me permettre un terme flyé. Là. C'est pas pareil, mais c'est ça que j'aime beaucoup plus faire maintenant. Là. On n'a pas parlé directement, on a évoqué un petit peu le fait que tu as fait beaucoup de pubs, mais tu en as fait en tabarouette, de la pub. Là. Je me rappelle entre autres New Look, parce qu'on t'a vu à la télé, puis ça a été très longtemps. Tu en as fait plusieurs autres, là, mais je sais que ta voix a été... Parce que j'ai dit, pas à la blague, parce que c'est vrai, l'ouverture de mon émission est faite par ta voix aussi. Fait que tu as quand même fait énormément de pubs. Est-ce que tu en fais encore un petit peu, Luc? Oui. Beaucoup moins aussi. Je te dirais que c'est le même phénomène qu'en photo. Hein. Oui, je comprends. Oui, ça a modéré beaucoup en promotion. Écoute, à l'époque, moi, j'avais eu l'honneur d'être la voix officielle du Journal de Québec pendant 7 ans, le Journal de Montréal par la suite. La voix du réseau Rythme FM, Énergie, Radio-Canada à Québec, Théâtre IMAX, j'en passe. Et là, il est arrivé aussi l'époque de la télé à TQS. J'étais le porte-parole de Renault Dépôt. Je faisais des directs. Quand même. C'était rare, des directs à la télé, mais TQS était ouvert à ça. Et là, je me suis amusé. Je suis pas un gars de télé. Je suis pas à l'aise. Mais là, je pouvais m'amuser parce que le réalisateur, à l'époque, André Picard, il me donnait carte blanche. Il dit, tu t'amuses, tu as 30 secondes pour faire un spot. Et là, je m'amusais. Là. À un moment donné, il y avait quelque chose qui était passé en ondes, ou je ne sais pas, dans les journaux, quelque chose de... Il y a une femme qui se sépare et son mari part avec le chauffe-eau, là, tellement c'était une joke. Et là, moi, j'en profitais pour... J'arrivais en ondes, puis je disais, votre ex est parti avec son chauffe-eau, qu'à cela ne tienne, on a un rabais sur les chauffe-eau. Je sortais derrière le chauffe-eau. Et le clown. Le clown, là, tu sais... je sortais d'un sapin de Noël dans le temps de Noël, puis je faisais Monsieur Surprise, etc. Puis ça, les gens de New Look aimaient ça. Ils m'avaient remarqué, puis ils avaient aimé ce genre d'animation. D'originalité. Oui, alors je suis devenu porte-parole de New Look pendant 15 ans. Là. J'ai été encore là, privilégié. C'était tout un honneur parce que je cherchais les porte-paroles d'une même compagnie nationale
aussi longtemps, il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est ça. La durée, c'est important à tabarouette, m'a dit. Luc, est-ce que tu dirais, mettons, je vais faire une hypothèse complètement débile, mais ça m'arrive de m'en servir de temps en temps pour faire un point. Est-ce que si tu savais que tu mourrais dans les 10 prochaines minutes, serais-tu capable de dire que tu as adoré la carrière que tu as faite? Finalement, tu as eu une belle vie? Est-ce que tu dirais ça? Oui, hein? mais je te dirais, dans l'ensemble, le seul regret, c'est que tout ce que j'ai fait, surtout, je te dirais à la radio, surtout, j'avais toujours un pied sur le frein. Puis je vais t'expliquer pourquoi. C'est que, bon, je suis quelqu'un de timide, je suis un peu moins aujourd'hui, mais j'étais très timide à l'époque. Puis, j'avais toujours peur de décevoir quand je faisais de la radio. Puis, quand tu vois pas ton auditoire, tu sais, en photo, c'est pas pareil. Tu as la réaction immédiate de quelqu'un, s'il aime ou pas. Oui. En radio, tu parles à des milliers de gens, tu ne connais pas leur réaction tout de suite. Est-ce qu'ils ont aimé ton intervention? Tu as fait une petite joke, là? Est-ce que dans ta tête, c'était bien drôle? Mais est-ce que les gens l'ont aimé? Ça dépend du contexte de chaque individu qui l'écoute. Donc, je marchais tout le temps un pied sur les freins en me disant, non, faut pas que tu ailles trop loin, aie une petite retenue, mais je regrette juste une chose, c'est de ne pas m'être éclaté plus. Je me suis bien amusé, je me suis défoncé, mais j'aurais pu aller plus loin. C'est le seul regret. Si c'était à recommencer, je te dirais que là, on se fout de la réaction des gens, on fait ce qu'on aime, puis peu importe le résultat. Mais au total, c'est ça, oui. Tu peux avoir des choses que tu aurais faites différemment, mais dans l'ensemble, tu sais, je disais récemment à Alain Crête et à Paul Arcand, on est, platement parlant, on est passé d'un bonnes années. Tu sais, c'est plate, là, mais la radio, parce que là, les budgets en radio, c'est plus les mêmes, en télé, c'est plus les mêmes. On a j'expliquais que quand j'étais, moi, au FM 93, à l'époque du Zoo, on avait 71 employés. Aujourd'hui, si tu prends une station, je sais pas, comme le FM 93, des employés réguliers, il y en a pas plus que 15-20. Tu sais, c'est plus le même, c'est plus les mêmes budgets, c'est plus les mêmes codes d'écoute parce qu'il y a tellement une grande diaspora d'offres avec les Spotify et les autres. On est ailleurs, faut être conscient de ça aussi, là. C'était différent à l'époque, il y avait pas de je prends pour la radio du matin, il y avait pas de télé du matin, il y avait pas de salut bonjour, tout ça. Fait que c'était pas la même époque, mais quand même c'était une force incroyable, là. Fait que tu sais, oui, puis on a passé dans les années où il y avait de l'argent. C'est-à-dire, c'est une business qui marchait très bien, tu comprends? Oui, puis aujourd'hui, là, les revenus ne sont plus les mêmes. Mais non. Les campagnes publicitaires sont courtes. Complètement. Puis écoute, puis on va beaucoup sur le web, beaucoup moins sur les médias traditionnels. C'est pas pour parler contre ce qui se passe maintenant ou vers quoi on s'en va, mais on sait que ça peut pas être la même façon parce que la diversité, l'offre multiple est complètement différente. Mais écoute, c'est un beau moment. Merci, Luc, d'avoir partagé ça avec nous autres, quand même. Ce fut un plaisir. Monsieur Delisle, Luc, merci. Belle carrière, quand même.